Voilà, donc après tout ça, je pense qu'on va commencer. Et notre première session est une table ronde qui est consacrée à l'évolution du financement et du paysage de la recherche en cancérologie au niveau international. Et cette session va être animée par Nico Albin, à qui je cède le micro. Merci Pierre. Donc, je vais me permettre d'appeler les personnes qui vont animer cette session. Donc, je vais faire une petite introduction sur chacun d'eux. D'abord, Christine Chaumienne, donc, qui est une biologiste cellulaire française. Elle est diplômée de médecine de l'Université Paris Diderot. Elle a obtenu sa thèse de doctorat en sciences biomédicales en 1993. Elle a exercé en tant que professeure en hématologie et a dirigé le département de biologie cellulaire hématopoïétique de l'hôpital Saint-Louis de Paris. En 2019, elle a été nommée au CNRS, puis a dirigé l'unité INSERM pendant plus de 20 ans. Et surtout, elle a assuré la direction de la recherche à l'INCa et je dirais, ITMO Cancer. Et récemment, et c'est pour cela aussi qu'elle pourra intervenir aujourd'hui, elle est vice-présidente de la mission cancer à la Commission européenne. Donc un mot-clé pour Christine, c'est tout ce que vous voulez savoir sur Mission Cancer, sur les programmes européens de recherche. Christine Chaumienne. Merci Christine. Et Éric Solari. Donc Éric Solari est praticien hématologue, professeur d'hématologie à la faculté de médecine de Paris-Saclay. De 2011 à 2020, il a occupé le poste de directeur de recherche à l'Institut Gustave Roussy, où il a supervisé l'intégration des recherches cliniques, translationnelles et fondamentales, ainsi que la coordination de grands programmes de recherche axés sur la médecine moléculaire, l'immunothérapie et la réparation de l'ADN. En 1999, il a fondé l'unité de recherche INSERM mort cellulaire et cancer et a créé le centre de recherche INSERM lipides, nutrition, cancer en 2007. Ses travaux se concentrent sur les processus moléculaires régissant le cycle de vie des cellules sanguines, en particulier les monocytes, et une maladie, la leucémie myelomonocytaire chronique. Auteur de plus de 350 publications dans des revues scientifiques internationales, il a reçu de nombreuses distinctions, dont notamment le prix Romain Rosen. Il est aussi au niveau de la Fondation pour la recherche, un prix de la Fondation de la recherche médicale en 2018. Il a aussi il joue toujours un rôle scientifique majeur auprès de la Fondation de la recherche pour le cancer. Il a été directeur scientifique de la Cancéropole Île-de-France et président du conseil scientifique de l'ARC, je l'avais dit. Deux mots-clés pour Éric pour cette session, c'est, on va dire, le monsieur donné en santé, c'est le monsieur Youn Khan. Merci Éric. Alors, Bertrand Schwartz, alors à titre, moi, c'est une personne qui m'a énormément aidé, puisqu'il y a 2 ans, j'ai débarqué dans un milieu qui était tout à fait étranger pour moi, qui était le ministère de la Recherche. J'étais clinicien avec une petite expérience en recherche, mais par contre, je comprenais vraiment strictement rien à ce qui pouvait se passer dans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a une personne qui m'a accueilli, c'est Bertrand Schwartz. Il est vétérinaire de formation. Actuellement, il travaille à l'agence de programme en santé, on en reparlera. Il a travaillé comme adjoint au secteur biologie et santé au sein de la Direction générale de la recherche et l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il était responsable du suivi des activités liées à la recherche biomédicale, couvrant les domaines tels que les maladies infectieuses, la microbiologie, la virologie, la cancérologie et la parasitologie. Mot-clé pour Bertrand Schwartz. Il va parler au nom de l'agence de programme en santé, donc il ne pourra pas s'exprimer avec une totale liberté, mais par contre, il a une parfaite connaissance du milieu, du ministère et des méandres administratifs qui aboutissent à des décisions. Bertrand, merci. Et puis je voulais finir en accueillant celui qui nous a accueillis, on va le réaccueillir. Donc je suis très content, très heureux, fier d'accueillir Pierre Hainaut, qui est un brillant, éminent biologiste belge, diplômé de l'Université de Liège. Il a fait ses études en France et au Royaume-Uni. En 1994, il a rejoint le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon, où il a dirigé le département de carcinogénèse moléculaire à partir de 1999. En 2014, il a été nommé professeur en biologie du cancer et a occupé la chaire d'excellence en recherche translationnelle de l'UGA. Depuis 2015, il dirige l'Institut pour l'avancée des biosciences, l'IAB, que vous connaissez bien, centre de recherche multidisciplinaire dédié à l'épigénétique, aux maladies chroniques et au cancer,
rassemblant plus de 300 chercheurs. Ces travaux se concentrent sur la mutation du gène TP53, sur le développement des biomarqueurs pour la détection précoce des cancers du foie et du poumon. Il est auteur de plus de 400 publications scientifiques. Il a coédité des ouvrages de référence sur le gène P53 et sur l'épidémiologie moléculaire. Et en février 2020, il a été élu président du Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, renforçant son engagement. Et comme tous les gens brillants, il est sympa et très simple. Merci. Alors, on va enchaîner avec une présentation que je vous propose sur le paysage de la recherche. Et puis, on va essayer de faire une déclinaison. C'est toujours un peu difficile. Alors, je ne sais pas comment on passe ces diapos. Voilà. Pour les passer ? À droite. Voilà, donc moi je me présente, donc moi je suis surtout clinicien, je suis cancérologue, j'ai la chance de travailler au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, qui fait parfois la une de la presse pour des problèmes d'administration, mais qui aussi et beaucoup participe à la santé des Grenoblois. Et puis j'ai une deuxième fonction, chargé de mission au niveau du ministère de la Recherche et mathématiques, c'est la cancérologie, les politiques privées et publiques de santé en cancérologie et plus récemment la recherche clinique. Rapidement vous dire, pour avoir quelques idées comment est organisé le ministère de l'Enseignement supérieur, un ministre, Philippe Baptiste, un conseiller santé, le professeur Emmanuel Touzé, et puis ce qui nous concerne ici, Direction générale recherche et innovation, il vient d'être nommé il y a 3 semaines, c'est Jean-Luc Moulet qui vient, je crois, du CNRS. Là, on va passer rapidement, c'est une déclinaison des GRI, et nous, on est au niveau du SSRI, Service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ça s'appelle SSRI A4. Mais ça vous montre que quand même, la santé au niveau du ministère de la Recherche, c'est une dizaine de personnes, et c'est MESR, DGRI, SSRI A4, voilà où on se trouve. Alors, le cancer, pour repositionner un petit peu, mais vous le savez, c'est 2,7 millions de personnes dans l'UE sont diagnostiquées avec un cancer, tandis que 1,3 million vont en mourir. Ce sont des chiffres en augmentation constante en raison du vieillissement de la population, des modes de vie et des conditions d'environnement. Après, une problématique et un mot-clé auquel je tiens, c'est soutenabilité. Pourquoi soutenabilité ? Parce que nous avons un impact sociétal du cancer qui devient de plus en plus fort du fait de l'augmentation de l'incidence du cancer, de 4% entre 2010 et 2022, et surtout, grâce au progrès en prévention, en diagnostic et en traitement, on a une mortalité qui a diminué de 10% entre 2010 et 2020, et récemment, il y a eu un papier dans Annales Oncologie qui montrait qu'elle avait encore diminué de 3,5% sur les 4 à 5 dernières années. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de patients, parce qu'il y a plus de cancers, et puis parce que les gens vivent plus longtemps. Et au niveau du ministère, on essaye de s'impliquer surtout par différentes portes d'entrée, prévention, traitement et détection précoce. Après, trouver une classification, j'ai trouvé celle-là pour nos missions, c'est prendre international, Europe et national. Alors, à l'international, qu'est-ce qui se passe ? Donc, au niveau du ministère, on a une délégation aux affaires européennes et internationales qui est là pour faire de l'animation et mettre en exergue les projets mondiaux ou européens. L'INCa a lancé une initiative qui s'appelle le G7 France, qui regroupe quelques pays majeurs et qui essaye de réfléchir ensemble à des stratégies en cancérologie. Et puis un grand programme, un grand projet qui s'appelle Grand Cancer Challenge, qui est porté par l'Institut national du cancer. L'idée, c'est que pour faire avancer la science en cancérologie, parfois, il faut mutualiser des moyens. Ces moyens ne sont peut-être pas difficiles à atteindre pour un seul pays, donc plusieurs pays se rassemblent pour faire avancer des grandes questions en cancérologie. Donc c'est très porté par l'Institut national du cancer, Bruno Quesnel et un peu le relais. Fabrice André fait partie aussi du board de Grand Cancer Challenge. J'ai juste mis, pour votre information, il va y avoir une réunion le 7 avril prochain sur les projets Grand Cancer Challenge. En termes de chiffres, le ministère de l'Enseignement supérieur, via l'Institut national du cancer, a abondé pour 10 millions d'euros l'année dernière sur les projets de recherche de Grand Cancer Challenge. On descend d'un étage, on passe à l'Europe.
Donc l'Europe, il y a deux mots-clés. Il y a un mot-clé EU4Health, Horizon Cancer. Ensuite, un autre mot-clé, DG Santé, DGRTD, traduction, ministère de la Santé, ministère de la Recherche. Au niveau Europe, ça vous donne DG Santé, ça vous donne DGRTD. Au niveau DG Santé, c'est le plan cancer européen coordonné par DG Santé. Et au niveau DGRTD, c'est la mission cancer européenne pour DGRTD, avec Christine, dont j'ai parlé, qui est donc la vice-présidente du Mission Board, qui est donc cette instance qui propose des projets dans le cadre de la mission cancer. Après, un autre mot-clé, si vous voulez avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe en recherche, où sont les appels à projets, nous, notre idée au ministère, c'est d'être aidant et de mettre en place une plateforme qui vous permette d'avoir des informations, c'est-à-dire descendantes et ascendantes. C'est-à-dire vous pouvez aussi avoir des idées que l'on pourrait faire remonter. Et l'idée, c'est le groupe Miroir Cancer, donc qui est une déclinaison nationale de tous les projets européen. Et dans le cadre du groupe Miroir Cancer, on va avoir une structuration supplémentaire à partir d'un projet qui s'appelle ECOS. Donc l'idée vraiment, c'est de faire de l'information ascendante, descendante. Et on a, donc je sais, les cancéropoles sont représentés, les centres hospitaliers sont représentés dans ce groupe Miroir qui fonctionne assez bien, même bien je dirais. On passe donc appel à projet. Quelle est la place de la France dans les projets de mission cancer? Donc là, je vous ai mis les résultats de mission cancer 2024. Et vous voyez, en termes de nombre de bénéficiaires, on a 4% des bénéficiaires sur 2024. On a récupéré 6% du budget en 2024. Et on a un petit décrochage par rapport à l'année 2022, 2023 ou 2024, où vous voyez, on était mieux placés. Donc les deux graphiques vous le montrent. Et la position de la France par rapport aux pays européens, on est en 4e position sur les budgets récupérés pour la France. Alors ça peut être où on est coordinateur du projet, où on intervient avec plusieurs pays sur un même projet. Mais on regarde ça de très près, bien sûr. Là, je vous ai juste mis les résultats de l'année dernière. Donc, j'insiste sur les deux premiers. Yuncan, qui est donc la recherche, une action RIA, recherche, innovation, action, qui était à 30 millions, avec un projet, donc Yuncan Connect, qui a été sélectionné. Le projet français pour lequel on s'était mobilisé, qui était un projet coordonné avec les Espagnols et la France avec une thématique sur la pédiatrie, malheureusement n'a pas été retenu. Enfin, il est en liste de réserve, il est en 2e position, je dirais avec peu de chances d'aboutir compte tenu du montant. Puis le deuxième, Candle. Candle, c'est l'idée d'organiser les cancers nationaux nodes, puisque vous verrez qu'on parle beaucoup de données. Donc, c'est comment on organise les données au niveau de l'Europe et comment, dans chaque pays, on implémente ce qu'on appelle un National Cancer Node. Et donc, Candle est le projet, la CSA, Supportive Action, qui est portée par les Hollandais. Donc là, ça c'est plus intéressant, c'est l'avenir. Donc ça c'est ce que nous avons validé. Alors vous voyez, tous ces projets, ils sont aussi au niveau de la France discutés dans le cadre du groupe Miroir. Nous, l'Europe arrive avec des idées, on discute avec l'Institut national du cancer, on discute avec les parties prenantes et on essaye de faire remonter les idées françaises. Alors bien sûr qu'on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas on participe à la discussion. Donc là vous avez les objectifs 2026 pour le programme de travail donc, de mission cancer, Virtual Human Twin, Microbiome for Early Cancer Prediction, Socio-Economic Impact of Cancer, les Pragmatic Clinical Trials. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que quand même, on avait, par l'intermédiaire de l'association sur la fondation ARC, elle a été moteur et elle a remporté le projet sur un appel à projet porté par les charities. Earlier and More Precise Palliative Care. Et puis 2027, donc un autre projet sur Yuncan. Commercial Determinant of Health, Research Twinning et puis Improve Quality of Life. Voilà les projets donc, de Mission Cancer 2026-2027.
Autre diapositive intéressante, vous ne l'avez pas vu, vous le voyez pour la première fois, puisque c'est en cours de validation et ça sera publié prochainement. Ici, vous avez les appels à projets 2025, donc je vais les passer. Donc vous avez le premier qui est une poursuite de Transcan, qui est donc des projets de recherche translationnelle. Ça sera une CSA à 5 millions, c'est de l'organisation, on va dire. Un deuxième projet qui est Understanding the Effect of Environmental Exposure on the Risk of Pediatric, Adolescent and Young Cancer Adult. On est sur RIA, Research Innovation Action, 30 millions d'euros. Projet numéro 3, alors il y a eu beaucoup de retours sur ce projet. Innovative Surgery as a Cornerstone of Affordable Multimodal Therapeutic Intervention Benefiting Cancer Patients with locally advanced of metastatic disease. Ici, c'est comment, vous savez qu'on a de plus en plus de patients qui vivent plus longtemps avec une maladie qu'on va appeler post-métastatique. Et l'idée, c'est de proposer des traitements à dimension loco-régionale, chirurgicaux, radiothérapie, qui pourront aider à mieux traiter cette maladie post-métastatique. Un projet RIA, 31 millions d'euros. Projet numéro 4, Investigator Initiated Multinational Early Stage Innovative Clinical Trial for Pediatric Cancer. Ensuite, RIA, 25 millions d'euros. On revient sur les Pragmatic Clinical Trial avec une RIA à 15 millions d'euros. Donc pour... Alors là, l'objectif, c'est les patients âgés, 65 ans et plus. Donc, ce sont des essais pragmatiques, promouvoir des essais pragmatiques sur une population particulière, qui est la population des sujets âgés. Et puis, le dernier, c'est Support National Cancer Mission Hub. C'est le groupe miroir, c'est l'organisation des groupes miroirs au niveau européen. Je descends d'un dernier étage. Au niveau national, c'est la stratégie nationale de recherche, la stratégie décennale, donc 1,74 milliard d'euros sur 5 ans. On est dans la deuxième phase, elle va démarrer. On est dans la phase d'évaluation de la première partie de cette stratégie décennale. Et actuellement, avec l'Institut national du cancer, on regarde cette évaluation et on va être en mesure de proposer une deuxième phase de la stratégie nationale. Dire aussi l'importance du ministère de la Recherche. On me demande souvent qu'est-ce que tu fous au ministère de la Recherche. Enfin, préciser que quand même, par exemple, les 2/3 des financements de la stratégie décennale viennent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on a vraiment un rôle important dans cette thématique. J'ai juste ouvert sur la cancérologie pédiatrique, les efforts qui ont été faits en cancérologie pédiatrique. Sur 5 ans, c'est 74 millions d'euros du ministère de la Recherche qui ont été donnés sur la cancérologie pédiatrique avec la création de centres dédiés, les Pédiacriex. Le nôtre ici est coordonné par Lyon et un 4e devrait être nommé, 15 millions d'euros et divers amendements, et dont un dernier de 15 millions d'euros sur la loi de finances de 2025 avec donc un choix qui sera à faire sur les cibles qu'il faudra privilégier. Je passe rapidement je vous donne quelques mots-clés. Le plan France 2030, donc stratégie d'accélération biothérapie, stratégie d'accélération en santé numérique, BPI France, avec par exemple, vous voyez, 43 projets avec 76 partenaires qui sont en oncologie, donc vraiment une importance de l'oncologie. BPI France finance beaucoup en oncologie, mais c'est comme les essais cliniques, je dirais, c'est comme les nouvelles molécules, à peu près 45 à 50% des essais cliniques ou des scientific advice reçus par l'Europe, l'EMA, ont trait à la cancérologie. Et puis j'ai mis un petit exemple de nouvelles techniques de radiothérapie avec un projet de flash thérapie porté par l'Institut Curie. Alors après, on verra avec cette séance, parce c'est vrai que c'était le paysage de la cancérologie au niveau international, au niveau européen, au niveau national. Et je me suis permis de vous proposer 3 thèmes qui m'apparaissent majeurs ou qui sont les thèmes d'actualité du moment.
thème pour lequel on ne peut pas passer à côté. Donc le premier, c'est les données en santé. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il faut savoir que les données en santé, en cancérologie, sont en train de se mettre en place au niveau de l'Europe. 3 mots-clés. Le groupe e-cancer. Le groupe e-cancer, c'est le groupe européen dont le rôle est de structurer les 2 projets majeurs de données en santé, en cancérologie du moment. Le premier est UNCAN. Eric nous en reparlera. C'est un projet plutôt dédié aux chercheurs, aux cliniciens, pour utiliser les données de santé et porter des projets. Et le deuxième est ECPDC, European Cancer Patient Digital Center. Ce sont des données qui sont dédiées aux patients, les données des essais cliniques, les données des PRO, Patient Reported Outcome. Donc, 3 mots-clés, données en santé, le groupe e-cancer, UNCAN, ECPDC. Et puis, plus personnellement, je pense le virage, on est en cancérologie très axé sur le curatif. Une fois que la maladie est installée, avec des très bons résultats, on a vu les diminutions de la mortalité, mais il est probablement pertinent aussi de travailler en amont, et c'est tout ce qui touche à la prévention, au PEPR, prévention, une stratégie de prévention personnalisée sur des populations particulières ou des gens avec un risque particulier. Et puis ça, c'est plutôt personnel. Je suis persuadé, la problématique actuelle, c'est la soutenabilité, c'est comment traiter plus de patients qui vivent plus longtemps avec des thérapeutiques qui sont plus fréquentes, avec un personnel soignant moins nombreux, des médecins moins nombreux. Donc, d'après moi, le problème majeur du moment, et je pense qu'une des pistes de réflexion pour atteindre la soutenabilité, c'est santé numérique, l'intelligence artificielle, et surtout un thème que l'on voit maintenant dans tous les projets européens, SHH, sciences humaines et sociales, qu'est-ce qui est bon pour ce patient ou qu'est-ce qui est moins bon pour ce patient. Si on n'intègre pas ces données, je pense qu'on aura du mal à faire les choix que l'on est peut-être parfois amené à faire. Voilà, j'ai fait ma présentation. Et maintenant, ah oui, alors je suis l'animateur, hein. Donc, on va lancer le débat. Et pour lancer le débat, je vais poser des questions à mes collègues et ils répondront avec quelques diapos, 2, 3. Donc, la première question, là, donc, sur les enjeux et défis globaux de la recherche en cancérologie. Je voulais poser comme question à Christine si elle pouvait nous parler de son rôle de vice-chair du Mission Board et qu'elle nous éclaire un peu sur cette organisation de la recherche au niveau européen. Merci Nicolas. Donc si je peux, alors c'est toi aussi qui as la schtroumpf là. Donc, bon, tiens, passe. Si je me débrouille. C'est là, c'est celui-là. D'accord, merci. Alors, c'est pas tout à fait... c'est l'organisation, mais c'est aussi la mentalité. Et c'est sur cette mentalité nouvelle que je voudrais vous parler. Alors, certains m'ont déjà entendu. Je répète parfois la même chose, mais c'est pas toujours pareil. Donc, je vous rappelle qu'en 2021, la Commission européenne a décidé de lancer 5 missions. Et les 5 missions ont été lancées parce que le terme mission et le concept mission est le plus adapté pour répondre aux défis sociétaux. Donc la Commission européenne a identifié 5 défis sociétaux en 2018. Peut-être que ça change, mais enfin bon, donc en 2018, ils ont identifié 5 défis sociétaux. Donc vous voyez le climat, encore le climat avec les sites, les villes qui sont intelligentes et carbone neutres, les océans et les eaux propres, et aussi le sol et les forêts propres en Europe. Il y en a un seul défi qui est directement lié à la santé, même si on peut dire que les 4 autres sont aussi liés à la santé, c'est le cancer. Alors forcément, ce n'est pas un cancéropole que je vais souligner, et Nicolas a apporté les chiffres. Non seulement c'est un défi sociétal maintenant, mais ça sera aussi un défi sociétal malheureusement dans 10 ans, dans 20 ans, si on ne fait pas quelque chose. Donc un nouveau concept de recherche et d'innovation qui était nouveau bien sûr pour la recherche et l'innovation en santé,
mais qui est un concept qui est déjà bien établi, surtout au niveau économique, et qui est utilisé pour mener la recherche dans un certain nombre d'instances économiques dans différents pays. Donc, le concept de la mission cancer pour adapter un certain nombre de projets en recherche et innovation pour répondre à des défis sociétaux. Alors, pour préparer donc le terrain de ce lancement en 2021, les 5 missions ont été bien sûr mises dans une boîte avec un titre au niveau de l'instance recherche et innovation qui est DGRTD dont vous a parlé Nicolas. Les 5 missions ont été dotées à l'époque de 5 boards, de 15 experts, et on avait aussi chaque board de la mission avait aussi une assemblée d'une trentaine d'experts. Entre guillemets, c'était parce qu'il y avait des experts qui ne pouvaient pas rentrer dans le chiffre de 15 et qui étaient quand même aussi importants pour pouvoir travailler sur le sujet. Les 5 missions ont bien sûr travaillé de la même manière, avec les mêmes programmes, avec le même nombre de boards et avec la même obligation de faire un rapport au bout d'un an de 30 pages. Je vous fais quelques précisions de l'avis à la Commission européenne. Notre rapport a été, donc j'étais aussi dans le premier board, notre rapport a été donc, disons, l'élément clé à la fois pour préparer le plan d'implémentation de la mission cancer, et qui est le document qui est en les verts bleus qui sont les couleurs de la mission cancer. Mais étant donné qu'on a travaillé tout le temps avec DJ Santé, nos recommandations ont également été au niveau du programme du plan cancer européen qui a été lancé en même temps. Et ce n'est pas parce que je suis ici que j'ai cette diapositive et que j'ai la photo de Véronique, mais un document très important que je mets toujours en avant, et le travail très important de notre amie Véronique Trier-Lenoir, a également été l'autre document crucial pour donner les directives à ces 2 documents de recherche et d'innovation et de santé pour lutter contre le cancer. Et les 2 documents qui ont été donc issus de ces 2 réflexions ont donc été lancés, comme je l'ai dit, en 2021. Alors, Nicolas m'a demandé de dire qu'est-ce que je faisais. Alors, ça fait un peu Trump qui demande aux fonctionnaires « et qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines ?» Alors, dans un premier temps, je peux dire pas grand-chose. Dans un deuxième temps, je suis occupée. Alors, ce qui est important quand même, et ça, c'est plutôt quelque chose que je veux répéter, notre travail en tant que board, il est dans ce document qui est à votre gauche, le petit bleu. C'est notre travail à nous, en tant que membres de board, qui est d'un document consensuel qui résulte à la fois de tout ce qu'on a pu recueillir comme expertise de l'Assemblée, mais également donc d'un certain nombre de personnes que nous avons consultées, que ce soit Véronique, mais que ce soit aussi des associations de parents, patients et autres. Bon. Donc ça, c'est notre travail. Et notre travail s'est arrêté, j'allais dire, là. Tout le reste, c'est bien sûr des documents et des instruments de travail qui sont entre les mains des institutions qui lancent les appels à projets et qui lancent les actions. Et ça, c'est en dehors des spécificités et bien sûr du travail des membres du board. Oups, là, alors je savais bien que j'avais appuyé trop. Alors, je ne sais plus, tu as utilisé le terme, je trouvais qu'il était bien, mais j'ai un peu oublié. C'est des allers-retours entre à la fois donc nous, notre travail qui est en effet donc en noir dans le premier carré, on est des experts. Et on a le statut d'expert comme les experts qui font partie des panels d'évaluation des projets d'Horizon Europe. Donc on est là pour donner des conseils. Bon. Et c'est la seule chose qu'on nous demande. On donne des conseils, et on donne les conseils donc à l'instance recherche et à l'instance santé au niveau donc de la Commission européenne. Pour apporter donc ces conseils, alors soit on nous demande, donc DGRTD et DG Santé nous demandent notre avis sur je ne sais pas quoi,
l'impact socio-économique. Bon. Et à ce moment-là, donc nous, on se réfère bien sûr soit sur notre expertise, mais ce n'est pas toujours, disons, le cas, et surtout sur l'expertise d'un certain nombre de sociétés, d'associations et de regroupements, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau des différents États membres. Et à partir de ces différentes réflexions, on apporte donc nos réflexions dans des documents que nous écrivons, que je rédige, que certains rédigent avec moi au niveau des membres du board. On a également, pour pouvoir recueillir toutes ces différentes expertises et ces différentes informations, on a le droit de faire entre chaque réunion du board, une par trimestre, on a le droit d'avoir des réunions en ligne sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous pouvons réunir des experts qui permettront d'arriver à avoir un certain nombre d'informations qu'on passera à DJ RTD et DJ Santé. Et donc, bien sûr, ces informations permettent, lors des réunions du board, de pouvoir aider DJ RTD et DJ Santé de pouvoir faire avancer les actions, que ce soit du plan d'implémentation de la mission cancer ou du plan cancer européen. Mais comme j'ai le micro, je veux bien, et puis le temps passe et mon âge aussi, je voulais juste dire que voilà, finalement, notre rôle est à ce niveau-là, en fait, assez limité et assez superficiel. Celui auquel, par contre, je tiens beaucoup, et c'est pour ça que je suis là, et c'est surtout ce qui me prend le plus de mon temps, c'est justement de communiquer sur ce que je crois quand même être un outil nouveau, indispensable pour mener une recherche efficace, motrice, innovante et rapide, j'espère, pour lutter pour un défi sociétal tel que le cancer, c'est de pouvoir communiquer sur ce concept de mission. Et donc ça, je le fais, et les membres du board, les 15, le font de manière très active, que ce soit dans des réunions des sociétés et autres au niveau européen, y compris au niveau des membres des parlements, et surtout le nouveau parlement qui est actuellement en place, mais également au niveau des différents États membres, pour pouvoir essayer, en effet, de démontrer que ce concept de mission doit pouvoir faire changer des mentalités et changer la manière dont on a travaillé jusqu'à présent. Donc forcément, si on prend la France, bon, comme je le dis souvent, pour moi, le cancéropôle et la manière de fonctionner d'un cancéropôle est déjà un des exemples de... on savait déjà le faire. Bon, donc il y a déjà une manière de mettre ensemble les différentes parties prenantes, puisque tel est le terme, qui peuvent éventuellement être utiles pour lutter contre le cancer dans une région. Pour moi, c'est ce que les cancéropôles ont su faire de manière très régulière. Mais il existe, comme vous voyez, dans les 27 États membres, forcément beaucoup de pays qui n'ont pas de plan cancer, beaucoup de pays qui n'ont pas des structures qui permettent de mettre ensemble la recherche et la santé. Donc, c'était absolument indispensable. Et donc, beaucoup a été fait. Et donc, on se déplace très souvent dans tous les pays de l'Europe pour pouvoir justement expliquer et favoriser un petit peu ou congratuler et féliciter les endroits qui ont déjà commencé à mettre en place ce système de concept de la mission. Et donc, ceci, donc, comme je vous l'ai mis, ça peut se faire donc, non seulement dans des déplacements, lors des réunions que un intervenant au niveau de la cancérologie dans un pays, mais dans la même pièce, à la fois le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, différentes institutions de recherche, les associations de patients, etc. Donc c'est important que nous y soyons. Donc ça fait partie de nos missions de déplacement. Nous avons également, disons, lorsque DGRTD, sous l'impulsion de nos recommandations, voulu récolter les besoins d'un certain nombre de patients qui pensent qu'en effet, jusqu'à présent, on ne s'est pas suffisamment bien occupé d'eux, donc que ce soit pour les adolescents et les jeunes adultes, ou que ce soit pour les soins palliatifs et de support. DGRTD a lancé un certain nombre de workshops qui se sont passés à la Commission européenne, et donc, bien sûr, un certain nombre des membres du board ont participé à ces réunions d'experts et de patients et d'associations pour pouvoir justement probablement guider de manière beaucoup plus exacte les appels d'offres futurs
que la Commission européenne lancera. Voilà, donc ça fait partie d'un certain nombre de nos, disons, travaux. Ce qui est important, et je terminerai là-dessus, c'est la nécessité, et heureusement on y arrive avec le temps, d'essayer en effet de faire comprendre aux gens que ce n'est pas tant de se réunir et de réfléchir et d'écrire, parce que alors, les recommandations, on en a des tonnes de papier, je ne sais pas si la mission Forêt va pouvoir récupérer tous ces papiers, mais ce qui est important, c'est que, et ça c'est dans la définition une des définitions du concept de la mission, c'est que les missions sont là pour apporter des solutions aux besoins des citoyens, en mettant ensemble autour de la table les parties prenantes qui veulent apporter ces solutions. Donc ce qui est important, c'est que maintenant, au-delà de s'asseoir et de dire on va travailler ensemble, ce qui est important quand même, c'est d'arriver à des solutions concrètes, parce que si les solutions ne sont que d'écrire des recommandations, je pense qu'on n'aura pas réussi, c'est le mot de le dire, notre mission. Et donc je terminerai juste là-dessus, parce que je l'avais, je trouve, voilà. Donc c'est les photos du membre de board actuel qui représentent une grande partie de certains pays qui ont beaucoup besoin de la lutte, d'éléments de la mission cancer pour pouvoir lutter contre le cancer. Merci. Merci Christine. Ce que je vous propose, c'est que je vais poser des questions aux 4 intervenants, ce qui permettra un peu de mieux les décrire. Et puis après, on prendra donc vos questions. Donc, Éric, donc en tant que référent et porteur de la CSA UNCAN, donc qui l'a coordonné, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de la structuration des projets sur les données en santé au niveau de l'Europe, ce qui se met en place actuellement? Et puis, c'est important aussi de revenir, parce qu'on a eu quand même des échecs. Enfin, on en a eu 2 sur Mission Cancer de 2024, puisque aucun des projets français coordonnés ou co-coordonnés par la France n'a été retenu. Quelles sont les leçons qu'on pourrait retenir de ces 2 échecs? Okay, donc, d'abord, merci Nicolas pour l'invitation et Pierre. Effectivement, donc j'ai piloté cette Coordination and Support Action qui s'appelle UNCAN, c'était pour Understand Cancer. Et c'était issu d'une des propositions faites par la mission Cancer que Christine vient d'évoquer et qui faisait aussi partie du Europe's Beating Cancer Plan. Donc c'est à la fois DG Santé, DG RTD, c'est Recherche et Santé qui voyaient un intérêt à développer plus de recherche sur le cancer pour mieux le comprendre au cours des années. Donc jusque-là, en tant que chercheur, on peut qu'adhérer à cette proposition. Et la vision était que une vision qui est tout à fait défendable, était que pour progresser vraiment, et probablement ce qui va déclencher la prochaine découverte de rupture, c'est l'analyse des données massives qui sont maintenant générées pour chaque patient atteint de cancer et dans les modèles qui permettent d'étudier la maladie. Donc, on génère donc depuis quelques années, quelques décennies maintenant de plus en plus de données devenues massives. Et la question est de savoir comment on va les faire circuler en Europe, sachant que par ailleurs, on a un certain nombre de réglementations qui complexifient les choses. Un autre élément de contexte, c'est qu'il y a maintenant un plan européen de santé, le European Health Data Space, qui a été voté par le Parlement européen, c'était l'année dernière, et donc qui va se mettre en place en parallèle et qui va aussi contribuer à aider à faire circuler ces données. Et donc on a travaillé pendant 1 an et demi pour essayer de faire le plan de comment on pourrait s'organiser, et on a proposé donc un nœud central qui pilote le partage des données entre les différents pays européens, et puis un réseau qui se met en place avec un nœud national dans chaque pays membre, et puis des données qui restent dans les centres où elles sont générées, mais qui circulent par le nœud national pour aller vers le nœud européen. Donc on fait circuler des métadatas, on crée un catalogue au niveau européen, et les chercheurs qui ont besoin interrogent ce catalogue et demandent à accéder aux données. Et on peut faire circuler. On a compris, parce que moi je ne suis pas du tout un expert des données, mais enfin on a compris avec le temps que c'était techniquement faisable. Donc voilà, on pourrait mettre ça en place. Et donc on a proposé ce système en réseau, d'où l'appel d'offres que Nicolas a présenté tout à l'heure, où il y avait un appel d'offres pour travailler, étape suivante, sur les nœuds nationaux, et un autre appel d'offres sur
des cas d'usage qui permettaient de générer des données pour apprendre à les partager. En gros, il y a un apprentissage à faire, puisque pour que les données soient partageables, vous connaissez les problèmes d'interopérabilité technique qu'il faut résoudre. Donc se mettre d'accord sur un langage commun, les partager et passer par des nœuds nationaux, donc mettre en place ces nœuds nationaux. C'était l'objectif. Donc, on peut dire que sur cet aspect, la Commission européenne et la DGRTD a suivi les recommandations, puisqu'il y a un appel d'offres pour créer des nœuds nationaux et un appel d'offres pour des use cases, des cas d'usage. Ensuite, on a répondu dans la suite de ce qu'on avait fait à cet appel d'offres, et donc on a défendu une vision que j'essaye de représenter sur ces images, qui était, le premier, c'est qu'il fallait partir des besoins des patients et des chercheurs pour partager les données. Et c'est important ce point parce que la vision contraire, c'est qu'il faut partir des data scientists, c'est-à-dire ceux qui savent manipuler les données vont dire comment il faut faire. Et nous, on pense que ça, c'est l'aspect technique, mais que l'aspect politique, c'est ce que j'appelle politique entité dans le schéma de droite. Il y a un aspect opérationnel, les data scientists peuvent gérer l'aspect opérationnel, mais il y a un aspect politique qui ne relève que des patients et des chercheurs, qui, eux, peuvent déterminer ce qu'il faut partager, etc. Bon, visiblement, on s'y est mal pris, on n'a pas été entendu. Je crois que mon analyse, c'est que la vision de la Commission européenne, comme l'a dit Christine, la mission cancer a fait des recommandations, a suggéré des programmes, ensuite la Commission européenne décline ça. Et leur lecture, c'est qu'on ne peut pas faire sans partir des data scientists. Évidemment, il y a un lobbying autour de ça, parce qu'il y a des data scientists qui travaillent depuis longtemps avec l'argent de la Commission européenne pour générer des algorithmes, etc. Et ils sont organisés en infrastructure. Et on a vite compris, pendant qu'on travaillait sur la CSA, que le lobby des infrastructures européennes est extrêmement puissant, très fort, et veut la main sur ce partage de données. Donc, voilà, on a bloqué sur me semble-t-il, sur cet obstacle. En tout cas, de toute façon, à la fin, ça fonctionnera quand même probablement sur un mode analogue à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même être en réseau, on va quand même vers la création de nœuds nationaux, avec des données qui vont entrer de deux façons. En haut, ce que j'ai appelé EHDS, c'est-à-dire dans le cadre du European Health Data Space, les patients eux-mêmes vont pouvoir partager leurs données. C'est une des propositions aussi de la mission cancer que Nicolas a évoqué avec ECPDC. Donc c'est en fait donner aux patients sur leur téléphone un device sur lequel ils auront la possibilité d'accéder à des informations, mais aussi de partager leurs informations. Donc ça va générer de l'information qui pourra circuler, qui va passer par ce digital device et ensuite être intégré dans les données de recherche. Donc il y aura des données venant directement des patients via ce système et il y aura des données qui viendront de la recherche. Et notre proposition, c'était de faire circuler tout type de données de recherche, pas seulement celles des patients et des essais cliniques, qui limitent forcément la donne, mais aussi les données de recherche à partir de modèles, parce que partager les données de modèles, ça évite des redondances et ça permet à tout le monde de réanalyser ces données. Donc l'idée, c'était de créer tous les outils pour faire ce partage, de gérer ce partage au sein du réseau UNCAN avec les nœuds nationaux et le nœud central, mettant à disposition des chercheurs toute une série de données de recherche extrêmement différentes, d'origine clinique, d'origine translationnelle ou d'origine modèle, qui peuvent être réutilisées pour générer de la connaissance et aboutir à la prochaine découverte de rupture que je présente souvent dans cet alignement qui est on est parti de la chirurgie, on a la radiothérapie, puis la chimiothérapie, puis les thérapeutiques ciblées, puis l'immunothérapie. Et donc la question, c'est quelle est la prochaine découverte de rupture et est-ce que les données massives vont permettre de générer cette prochaine découverte de rupture. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je pense que la suite, c'est pour d'autres questions. Merci. Merci Eric. Donc Bertrand, la question qui nous explique un peu les missions de nouvelles agences qui viennent d'être mises en place, ça fait partie des 6 agences. Donc l'agence de programme en santé, expliquer la structuration de cette nouvelle agence et le positionnement de l'agence qui, je le rappelle, ces agences ont été créées dans une volonté de simplification. Donc merci Bertrand, si tu peux nous parler de l'agence de programme en santé.
Merci beaucoup pour l'opportunité effectivement de présenter cette nouvelle agence. Pour information, donc, l'agence de programme en santé, je vous mets tout de suite un disclaimer, on est une agence stratégique de programmation, on n'est pas une agence de financement. Donc voilà, ce point est dit et on n'y reviendra pas. Donc elle a été créée sur volonté présidentielle, annoncée en décembre 2023, et en fait dans un paquet de plusieurs agences, 7 agences au total qui ont été créées et mises en place officiellement il y a 1 an, quasiment jour pour jour, et qui se mettent lentement en opération. Le point, vous êtes tous familiers, j'espère, avec au moins certains volets du financement de la recherche. Vous avez la chance en cancérologie d'avoir un pilier important et fiable, solide, qui est l'INCa, qui fait énormément de travail et qui vous permet de financer de la recherche très amont et de la recherche clinique et différentes capacités d'intervention et très interdisciplinaires. Vous avez aussi, pour quelques zones, comme par exemple les JCJC ou les projets partenariats, l'ANR, qui complémentent le travail que fait l'INCa, bien sûr, d'autres solutions via le PHRC, etc. Et puis, bien sûr, vous avez le travail de l'IRESP en particulier, et pour certains points sur risque, cancer et environnement, ce que peut faire évidemment le PNR-EST géré par l'ANSES. Donc il y a un certain nombre de sources de financement. Ça, c'est pour la recherche amont clinique un peu traditionnelle. D'autre côté, il y a un gros financeur de l'aspect recherche plus aval de l'innovation, c'est bien sûr le cadre qui est le cadre de France 2030, qui est piloté par le commissariat à l'investissement avec des appels à projets pour de la recherche qui est déjà beaucoup plus vers l'innovation et beaucoup plus finalisée, opérée soit par l'ANR, soit par BPI, pour de la structuration de recherche ou pour des projets quasiment industriels, y compris qui tiennent compte des aspects de souveraineté. Donc ça, c'est encore une fois le plan innovation santé. Il y avait, avant, ça s'appelait PIA, c'est un autre volet. Il reste quand même une zone au milieu de ces deux points, qui est une zone importante, et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de créer ces agences. Le ressenti, c'est qu'il y a des zones où le pouvoir politique ou le gouvernement a besoin de résultats de recherche, a besoin d'aider à maturer plus vite certains efforts de recherche pour pouvoir servir à la prise de décision. Et donc il y a eu 7 agences qui ont été créées, numérique, les outils du numérique, ce qui est composant, ce qui est infrastructure, ce qui est climat-environnement, une sur agronomie, etc. Et il y en a donc celle qui est gérée en santé. Le but, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires pour essayer de trouver les zones de recherche où il peut y avoir une analyse stratégique et identification de programmes à lancer avec des impacts relativement rapides pour pouvoir servir à la prise de décision publique. Donc ça, c'est le but de ces différentes agences. Le champ santé est assez complexe et particulièrement complexe, et je vais prendre donc cette diapo-ci pour essayer de vous l'expliquer. L'idée de l'agence de programme en santé, c'est de réussir à faire travailler ensemble au niveau stratégique pour mettre en place des nouveaux programmes l'ensemble de la communauté. Et l'ensemble de la communauté, c'est notre bureau des partenaires, l'organe décisionnel de l'agence, et ça représente pas moins de 37 différentes organisations ou groupements d'organisations. Il y a le club des organismes nationaux de recherche, l'INSERM, qui héberge la présidence de l'agence, mais le CNRS, l'INRAE pour les aspects environnement et nutrition en particulier, l'INRIA pour tout ce qui est numérique, le CEA, vu l'endroit où on est, je ne vais pas m'étendre sur ce que peut faire le CEA, CIRAD-IRD pour les aspects santé mondiale en particulier, le CNES participe aussi. Il y a un collège extrêmement important qui est le collège des universités, en dehors des ONR, parce que bien sûr la recherche se situe au niveau des universités, avec différents niveaux de représentation des universités ou des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Je ne vais pas détailler ça. Le monde du soin des hôpitaux est évidemment représenté assez largement dans ce collège des partenaires. Vous pouvez tous ticker d'emblée sur Unicancer qui est là. Vous pouvez aussi ticker sur RESPIC et sur le CNCR. Donc on a essayé d'avoir un panorama de l'ensemble du collectif de la recherche en santé du point de vue des partenaires du monde du soin.
quelques organismes individuels, l'Institut Pasteur, l'EFS et l'INED. Il y a aussi l'IRBA. Un certain nombre d'agences avec 2 grands groupes dans les agences qui sont en charge de la protection des populations, qui sont des demandeurs vis-à-vis de la recherche, qui ont un besoin en particulier pour l'évaluation des risques ou pour, encore une fois, pouvoir prendre des décisions. Donc l'ANSM, l'ANSES, Santé publique France sont parmi ces acteurs. Et puis un certain nombre de financeurs, l'AIS, l'Agence d'innovation en santé, qui gère le fameux plan innovation santé, et les différentes composantes ANR et autres acteurs. Le monde socio-économique est représenté par la FEFIS, par la Fondation pour la recherche médicale, les associations de patients. Donc l'idée de l'agence de programme, c'est d'essayer de faire travailler tout le monde et sur des thématiques qui vont s'avérer essentiellement transverses. Je ne vais pas y revenir, mais les thématiques transverses qu'on a à gérer maintenant, il était question de gérer, dans les 6 derniers mois de l'année dernière, de trouver 3 thématiques majeures. Et les 3 thématiques qui ont été proposées au gouvernement pour validation, c'est donc maladies neurodégénératives, maladies chroniques inflammatoires et transplantation. Il y a un programme France Vaccin qui est lancé suite à la crise Covid, qui est aussi hébergé au sein de l'agence. Nous gérons un plan de recherche en prévention, on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la discussion, et un plan sur le programme interdisciplinaire de recherche en fin de vie. Ce n'est pas la peine de vous mentionner pour ces derniers points, bien sûr, prévention ou fin de vie, que bien sûr la partie cancérologie est un élément important, une facette importante du process. Et voilà, vous avez quelques liens qui vous seront transmis pour essayer de retrouver les liens avec nos activités, et je m'arrête ici. Merci Bertrand donc pour un éclaircissement donc sur l'agence de programme santé, une nouvelle agence. Donc on a agence de programme, on a une thématique data qui a été présentée par Eric et puis Christine, dimension européenne de la recherche. Peut-être Pierre, tu peux nous parler un petit peu plus de la cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et son rôle dans la recherche en cancérologie. Puis on prendra bien sûr les questions après. Oui, merci, mais je me dis que ce qui est peut-être important, ce que je voudrais faire de façon plus, peut-être un peu mettre le pied dans le plat, c'est quand même pointer que nous sommes face à une évolution de ce paysage international qui est extrêmement paradoxal. Elle est paradoxale dans la mesure où on voit qu'il y a une structuration très importante qui s'est faite avec un affinage des stratégies basé sur une analyse des enjeux sociaux et sur une vraie volonté que ces efforts de recherche servent à délivrer de l'innovation au bénéfice des patients. Christine insistait là-dessus, sur l'orientation de ces programmes avec des visées extrêmement concrètes. Et d'un autre côté, les langages et le type de structuration mis en place par cet appel d'offres s'est terriblement éloigné des réalités du travail des chercheurs de terrain. Et c'est une réalité que j'observe, moi qui ai animé j'ai coordonné des projets européens dans les programmes FP6, FP7 à l'époque, etc. C'était beaucoup plus facile pour un chercheur, à partir de ces questionnements tels qu'ils sont vécus dans le laboratoire, etc., d'entrer dans un programme européen ou de monter un programme européen à l'époque que c'est maintenant. Donc on est dans une situation où, face à cette structuration complexe, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous qui avez entendu toutes ces structurations, vous avez repéré des objectifs, des mots-clés qui vous parlent, mais vous avez probablement vu aussi des choses qui vous semblent être un peu de l'usine à gaz, et vous vous posez la question de savoir comment moi, dans mon travail, dans mon laboratoire, par rapport à toutes ces initiatives-là, comment est-ce que j'entre là-dedans? Et je pense qu'il y a vraiment une vraie question autour de l'accès. Et que de façon, si on veut travailler maintenant à l'avenir et je dirais utiliser au mieux ces formidables outils stratégiques de planification et ce véritable effort financier qui est fait derrière, il faut mettre en place des mécanismes qui facilitent l'accès. Et alors accès, ça veut dire aider à naviguer dans le système, et là pour le coup, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Les institutions de recherche, etc., et puis le groupe Miroir, enfin il y a plein d'initiatives qui visent à faire circuler l'information, permettre que les choses se sachent, etc. Où je pense que le trou dans la raquette existe le plus, c'est au moment, je dirais, c'est de permettre à des chercheurs qui se disent « tiens, sur cette thématique-là, moi j'ai peut-être quelque chose qui pourrait rentrer dedans, mais comment est-ce que je me fais un réseau pour pouvoir commencer à travailler sur le fait de dire qu'on va monter une réponse à cet appel européen-là »
Et donc, je voudrais peut-être juste passer assez vite là, ce que j'avais prévu sur les cancéropoles, parce que ce qui me semble intéressant, c'est de montrer la dernière image. C'est moi qui ai ça. C'est vous de partager les réflexions que l'on a au niveau du cancéropole sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'avancer sur ce genre de situation. Peut-être juste un point sur cette dimension-ci qui manque dans beaucoup des plans, enfin qui n'est pas une dimension très présente dans beaucoup des plans que nous voyons, qui sont essentiellement des plans qui sont soit européens, soit nationaux, c'est des dimensions des territoires locaux. Il y a une échelle qui me semble très très importante, en particulier pour aborder la réalité des cancers tels qu'elles se présentent dans leur écosystème, c'est l'échelle des territoires et des grandes régions. Vous voyez là sur cette image-là, c'est le cancer en région Rhône-Alpes, c'est les grands chiffres du cancer en région Rhône-Alpes. Vous voyez les cartes de la région là au milieu et sur la droite. Ce qui est important, vous voyez les différentes couleurs. Vous voyez une petite carte de la mortalité où vous voyez tout l'ouest de la région qui est en rouge foncé et l'est de la région qui est en rouge plus clair. Donc ça montre qu'il y a des mortalités par cancer qui sont très très différentes dans un territoire comme le nôtre, avec des régions où il y a une surmortalité, des régions où il y a moins de mortalité. Et l'image en dessous, c'est de nouveau une carte de la région, et ce sont les indices de défaveur sociale. Donc vous voyez la relation pratiquement directe entre les inégalités de territoire et la mortalité par cancer. Donc ça montre qu'un des enjeux, cet enjeu-là, cet enjeu des inégalités du cancer, elle doit s'aborder au niveau des territoires. Elle se voit sur une région comme ça et elle doit vraiment s'aborder dans la réalité des territoires. Et il se trouve que dans nos systèmes politiques, c'est vrai en France, mais c'est vrai pratiquement partout en Europe, une grande partie des responsabilités en matière d'organisation du territoire et de lutte contre les inégalités sont dans les mains des collectivités territoriales. Ça fait partie de leurs prérogatives politiques et ça fait partie des actions qu'ils financent. L'environnement, la mobilité, l'aménagement du territoire, les populations vulnérables, etc. Ça fait partie des prérogatives des collectivités. Et donc, une des choses qui est importante à mettre en place, c'est de mettre en place des leviers pour mobiliser les compétences de ces collectivités et les engager dans des actions de lutte contre le cancer par la mise en place de programmes, mais aussi par la recherche et par l'intervention. Et c'est là qu'on pense que les cancéropoles peuvent jouer des rôles. Et voilà, moi j'ai résumé un peu quelques idées sur lesquelles nous travaillons. D'abord, on identifie des forces que les cancéropoles peuvent apporter. Une des forces, c'est qu'ils sont totalement multidisciplinaires. On est une des très rares structures à regrouper de plein pied toutes les disciplines de la lutte contre le cancer, des sciences humaines et sociales jusqu'à l'innovation en physique et en mathématiques, passant évidemment par toute la biologie santé. Deuxièmement, les cancéropoles sont très bien placés pour être en pointe sur le partenariat des patients dans la recherche. On parle beaucoup de l'implication des patients et souvent l'implication des patients se traduit par le fait que les associations, les grands mouvements, etc. interviennent pour lobbyer dans différentes actions de programmation de la recherche. Il nous semble qu'il y a un échelon qui est très très intéressant et qui est très important à travailler vraiment sur le terrain, c'est l'implication des patients directement dans les programmes de recherche comme partenaires et comme acteurs de la recherche. C'est une des actions dans lesquelles notre cancéropole est engagé. De même, la recherche interventionnelle. Quand on parlait de mobiliser des politiques publiques pour la recherche, eh bien, beaucoup de ces politiques publiques passent par des programmes de démonstration. Comment lutter contre des expositions environnementales sur tel territoire, comment améliorer l'accès au dépistage au cancer dans telle région qui est une région défavorisée, etc. Chaque fois, ce sont des programmes d'intervention qui demandent de l'évaluation et qui demandent de la participation de chercheurs. Et puis nous pensons aussi que nous pouvons aider à mobiliser à travers ça la participation citoyenne autour de programmes qui intéressent directement les gens. Et donc il y a des leviers territoriaux qui sont liés à ce que les collectivités financent. Par exemple, les collectivités financent de la preuve du concept et de la création de valeur. Donc comment sortir une innovation d'un laboratoire et la passer dans un stade applicatif, développement d'une start-up, etc., dans des partenariats publics-privés. C'est un exemple de réussite sur les territoires. Les collectivités mettent de l'argent pour ça et on peut le mobiliser. Les collectivités aussi travaillent à l'attractivité de leur territoire par la structuration de grands outils de recherche. Donc on peut mobiliser de l'argent pour développer et pour améliorer des plateformes technologiques ouvertes à la recherche et à l'industrie. Évidemment, toutes les compétences santé des collectivités dont je viens de parler. Et les collectivités travaillent aussi sur l'attractivité internationale de leur territoire. Donc il y a des moyens et des ressources qui peuvent être mobilisés par les chercheurs pour essayer de mettre des choses en place. Ce qui me semblerait intéressant, c'est d'essayer de monter un réseau européen de territoires de lutte contre le cancer, donc de territoires à l'échelle un petit peu sur le modèle de ce que les cancéropoles font, qui regroupent ces différentes actions avec deux buts par rapport à cet accès à l'Europe.
La première, c'est de pouvoir offrir une plateforme interdisciplinaire de prise de contact pour le développement de projets. C'est déjà quelque chose que nous essayons de faire dans le Cancéropole, c'est-à-dire de créer des réseaux avec des sites particuliers. On travaille là-dessus avec Manchester pour le moment. Évidemment, maintenant, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais enfin, ils sont quand même des partenaires. On travaille aussi avec le Québec, avec lequel on a des relations depuis longtemps. Et nous essayons d'en créer avec d'autres pôles en Europe. L'idée, ce serait de dire que lorsqu'on a un appel d'offres, un appel à projet européen, nous pouvons, dans un réseau de gens que nous connaissons bien, rapidement faire un recensement, une identification de qui pourrait être intéressé par quel appel à projet, mettre rapidement les gens autour de la table et créer du contact entre les gens de ces différents territoires, le nôtre et d'autres, de façon à faciliter des mises en réseau pour accéder à des projets. Et l'autre, c'est de faciliter la participation de ces structures territoriales dans des projets européens avec les valeurs qu'ils portent, c'est-à-dire le partenariat patient, l'implication des citoyens, l'implication des collectivités. Voilà, donc je finis, j'ai une image pour finir qui montre un petit peu ça, entre d'une part sur la droite les stratégies nationales et en dessous les stratégies européennes de réflexion, de développement de la lutte contre le cancer. Il y a un besoin de structurer des stratégies au niveau des territoires et ça fait partie du rôle des cancéropoles de travailler à cette structuration. Merci Pierre. Donc on va prendre des questions dans la salle. Donc peut-être pour lancer le débat, ton dernier point, donc, qui nous invite à nous poser des questions, donc un peu de notion d'usine à gaz. C'est vrai qu'on se structure au niveau de l'Europe, mais finalement, pour les chercheurs sur le terrain, peut-être qu'il manque de visibilité. Alors moi, ça me rappelle ce qu'on me dit dans le service, mais tout ce que tu fais au ministère, on s'en fout. Pour nos malades, ça ne va pas nous aider à avoir des infirmières. Donc, voilà, est-ce que quelqu'un veut commenter un peu là-dessus? Comment on peut être plus terrain, je veux dire, ou plus... Bon, il nous faut des questions. Hein. Ah, j'arrive. En fait, sur cette notion d'usine à gaz, moi je ne le vois pas comme un antagonisme entre des grandes structurations politiques, tant que le message politique est extrêmement clair associé, qu'on ne parle pas uniquement de la façon dont on va le faire, mais moi quand je vois un petit peu cette accélération, je vois un élément sur l'écosystème de la recherche qui n'est pas forcément discuté, c'est-à-dire que pour qu'on puisse prendre des décisions rapidement, pour qu'on puisse orienter les choses rapidement, il faut qu'il y ait eu une zone d'incubation, un écosystème autour de la recherche que moi j'appellerais la recherche fondamentale, à partir duquel on peut faire émerger des choses qui peuvent rentrer dans les process que vous avez mis en place. Donc j'imagine que ça existe pour la recherche fondamentale, j'imagine que ça va exister aussi autour de la recherche autour des patients. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je n'arrive pas trop à lire à travers vos réflexions. Si on compare un peu ce qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis, dans les task force du cancer, il y avait quand même une volonté de financement qui était multidirectionnelle. Et on sait que cette recherche sur le cancer, task force très peu orientée, un investissement massif, a bénéficié autant à l'industrie pharmaceutique qu'aux éléments fondamentaux. Donc comment on intègre ces deux temps de la recherche pour pouvoir répondre à des questions fondamentales clés des citoyens, des patients ou des gens dans le service? Qui veut répondre? Bertrand, oui. Juste mon idée de vécu à la Commission européenne, c'est qu'ils ont voulu changer la manière de faire pour répondre aux défis sociétaux. Et là-dessus, je pense que c'est bon. La deuxième partie, c'est qu'ils ne savaient pas faire. Donc en effet, ils ont lancé, en effet, bon an, mal an, des initiatives dans des cadres qui étaient les leurs, donc des appels d'offres compétitifs, et ils ont mis
en effet, un certain nombre de consortiums en réseau, et Eric en a beaucoup souffert, en disant nous on vous dit rien, c'est à vous de nous dire. Voilà. Donc en effet l'idée est bonne, mais très souvent, en fait les gens qui ont lancé l'idée, généralement ceux qui ont récupéré le bébé ne sont pas ceux qui ont lancé l'idée, et en fait ils ne savent pas faire. Bon. C'est pas très gênant, et en effet c'est ce que peut-être vous dites en disant qu'il y a des écosystèmes, et je pense que c'est un bon terme, alors on le met un peu partout, bon, les clusters, les écosystèmes, mais c'est pas mal aussi on a besoin d'avoir aussi, et c'est pour ça que on est là, c'est pour ça que les cancéropoles fonctionnent bien, c'est pour ça qu'on a nous aussi au niveau du board besoin des retours. Il faut qu'on ait des exemples. Il faut qu'on ait en effet des gens qui disent nous on a déjà fait ça, il nous manque ça, et voilà, ça fonctionne. Donc en effet les écosystèmes c'est important. C'est important aussi d'avoir en effet des retours. C'est pour ça que Nicolas attend que vous parliez, des retours de vécu et de ressentir pour construire le truc. Bon. L'autre chose, parce que j'ai le micro et je vais faire passer ma phrase, c'est que vous avez parlé de recherche fondamentale. Je pense que je suis ici autour de personnes qui travaillent sur le cancer. Mais le cancer, comme vous l'avez vu, et ça ressort des objectifs que la mission cancer a et que le plan cancer a, que je n'ai pas cité, qui est automatiquement prévention, diagnostic, traitement, qualité de vie, et pour la mission cancer, comprendre. Bon. Dans la partie qualité de vie et dans la partie prévention, on n'a pas beaucoup de chercheurs en cancérologie qui travaillent sur ces deux objectifs. Bon. Donc, il y a un certain nombre dans l'écosystème, il faut aussi attirer d'autres types de recherche fondamentale qui sont absolument nécessaires. Et l'autre partie pour UNCAN, elle venait à la fois des patients et de nous-mêmes en tant que board et membres de l'Assemblée, c'est qu'il y a énormément de données partout, mais énormément de données de recherche, d'expertise, et il faut quelque chose qui soit capable aussi de récolter toutes ces données de recherche. Et donc là, c'est aussi indispensable que ce soit à la fois de la recherche forcément de santé, mais à la fois des organoïdes, des lignées, mais aussi d'avoir les données nécessaires pour faire de l'analyse des interventions dont a parlé Pierre, les analyses des interventions qu'ils ont mises en place. Est-ce que c'est vraiment très bien de mettre des arbres partout dans les écoles? Est-ce que ça va vraiment prévenir quelque chose? Peut-être, mais on n'a jamais mis en place la vraie recherche interventionnelle nécessaire pour pouvoir mesurer en effet si ce que l'on fait est bon. Donc c'est nouveau, ça nécessite en effet des expertises différentes à mettre ensemble. Et donc j'ai bien aimé le terme écosystème, mais une fois de plus, quand ça n'existe pas, il faut que les exemples, et c'est là où je soutiendrai Pierre le plus possible, c'est qu'il y a des exemples en France et qu'il faut essayer quand même de les faire passer, je ne dirais pas forcément à la Commission européenne, mais il faut le faire passer à d'autres pays européens qui veulent aussi utiliser les mêmes modèles et essayer de faire fonctionner ces nouveaux écosystèmes. Bertrand. Oui, moi, je veux juste un mot en complément. Je pense que aujourd'hui, on travaille dans des écosystèmes connus en réalité, c'est-à-dire au niveau national, vous financez vos travaux en vous appuyant sur l'Institut national du cancer, l'ANR, les associations caritatives, etc. Pour compléter ce que vient de dire Christine, quand on passe à la dimension européenne, il faut apprendre à le créer. Le projet FORCE, qui a été évoqué par Nicolas tout à l'heure, va permettre à 17 associations caritatives à travers l'Europe qui s'intéressent au cancer de travailler ensemble. Mais pour travailler ensemble, il faut apprendre. Chacun a ses façons de faire, chacun a ses méthodologies. Avant que l'écosystème des associations caritatives travaillant à l'échelle européenne soit opérationnel, il va falloir du temps, il va falloir trouver un langage commun. Ça demande du temps. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est la construction de nouveaux écosystèmes, pour garder cette terminologie, et qui sont d'autant plus importants que chaque cancer est en train de devenir une entité rare et qu'on va être obligé de sortir de la dimension nationale pour travailler sur des entités bien définies, mais peu fréquentes. Vas-y. Un commentaire et puis une question. Je crois qu'on est, en tant que chercheur, on a des idées, puis on a besoin de financement. Donc on est, je pense, massivement aidé. Parce que tu as très bien décrit, Pierre, c'est le niveau régional avec les collectivités. Là, on arrive à
bâtir des projets, à les financer. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'Europe est une usine à gaz, parce qu'au contraire, actuellement, on peut bénéficier assez facilement et administrativement, c'est simple, de projets européens. Puisqu'on a l'opportunité de faire remonter des choses, je crois qu'il faut quand même mettre l'alarme de la diminution du budget de la recherche de plus de 600 millions d'euros, y compris France 2030. Donc là, il y a une vraie alerte. Ça, Nicolas, si tu peux le faire remonter, ça serait vraiment très très bien. Je peux répondre surtout. Voilà. Et puis sinon, la question essentielle où il y a un manque, où il faudrait faire passer le message à la fois au niveau français et au niveau européen, c'est sur le financement de l'innovation translationnelle. C'est-à-dire les idées qui sortent des labos et qu'on veut faire en phase pilote chez quelques patients. Et là, il n'y a pas de financement. Je les ai mal identifiés au niveau européen. Et pourtant, ça, je pense que c'est important pour les malades. Et puis, c'est important aussi pour construire l'industrie française et européenne du futur. Alors, quelques commentaires. C'est vrai qu'on entend souvent le budget de la recherche diminue. Alors, le budget de la recherche augmente. Entre le budget de la recherche donné à l'Institut national du cancer pour les projets de recherche est passé de 2023-2024 de 62 millions à 68 millions. Et de 2024 à 2025, le budget du ministère de la Recherche pour l'Institut national du cancer qui subventionne les projets de recherche a été stabilisé à 68 millions. Et je rappelle que les 2/3 des financements de l'Institut national du cancer viennent du ministère de la Recherche. Donc on ne peut pas vraiment dire que vis-à-vis du cancer, le budget du ministère de la Recherche diminue. Et je vous rappelle aussi que sur une thématique précise, la pédiatrie, le ministère de la Recherche donc, a donné 74 millions sur 5 ans. 5 millions de façon récurrente, 20 millions en 2023 qui ont permis la création des Pédiacriex, 10 millions qui ont permis un autre Pédiacriex et des chaires d'excellence en pédiatrie et 15 millions actuellement en cours de discussion. Mais c'est pas parfait, c'est pas suffisant, mais enfin voilà. Dire aussi, alors recherche translationnelle, moi ce que je vois beaucoup financer via BPI, et je vois les projets de start-up ou biotech qui ont un projet, le proposent à BPI et BPI finance la partie biotech, recherche préclinique et phase 1. Et j'ai un listing des projets qui ont été financés en cancérologie. Donc France 2030, via la stratégie biothérapie bioproduction, peut abonder sur cette thématique. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Oui. Bon, bonjour, je vais rebondir un peu sur les commentaires du collègue. Effectivement, je travaille en recherche translationnelle. Donc, on a eu des projets dans les cas du Transcan avec des autres pays européens. Vous avez parlé des résultats concrets. Effectivement, dans ces projets européens, on collabore, on partage des compétences, mais à la fin du projet, chaque pays, après, il retourne dans son écosystème. Et donc, qu'est-ce qu'envisage l'Europe, mais même au niveau national, pour valoriser les résultats qu'ils ont générés dans un effort collectif européen? Vous parlez des projets Transcan, c'est ça? Oui. Oui. Alors, juste Transcan, donc votre réflexion, qu'est-ce qu'est l'après-Transcan? Ça a permis en 2025 la mise en place d'une CSA pour essayer de donner une prolongation à Transcan. Alors, c'est qu'une CSA, c'est 5 millions d'euros, mais l'idée... Un projet. Comment? Vous avez mis un projet financé dans les tableaux. C'était dans Mission Cancer 2025. Ce que je voulais dire, c'est que je prends votre point. On a essayé de donner une suite au projet Transcan, et dans le premier de Mission Cancer, il y a la mise en place, me semble-t-il, de cette CSA pour Transcan. Mais ce n'est pas suffisant. Mais l'idée que vous avez, on a voulu mettre cette CSA pour justement donner une suite à Transcan. Vas-y, fais Transcan, je fais autre chose. Oui. Donc, le système Transcan, il existe maintenant depuis une dizaine d'années. Le financement des projets, il est financé
pour les équipes d'un État par l'État. En France, par l'Institut national du cancer, la Fondation ARC y participe. Donc c'est ça le mode de financement. Ce système Transcan, je suis d'accord qu'il n'y a pas de suivi derrière. C'était un peu un apprentissage. Ça fait partie des étapes d'apprentissage pour que les équipes européennes apprennent à travailler ensemble. La vraie question, c'est comment ce système va mûrir pour générer quelque chose d'autre. Alors, je pense que ça va être ça l'enjeu de l'appel d'offres qui est en cours en Europe, de comment faire évoluer Transcan pour en faire au cours du temps quelque chose d'encore mieux que ce que ça a été. Ça a appris beaucoup de choses. Donc, juste sur Transcan, le fait qu'il y ait un appel d'offres là qui vient de sortir montre que la Commission européenne, et donc quand je fais Commission européenne, c'est DGRTD, parce que c'est DGRTD qui bien sûr chapeaute tous les programmes, là, les FP6, FP7, FP5, Horizon Europe, et le prochain FP10, donc c'est DGRTD qui fait ça. Le fait qu'il y ait un appel d'offres qui permet de continuer Transcan, même si l'appel d'offres ne met pas Transcan, parce que c'est écrit de manière plus générique, montre que Transcan a fait ses preuves. Et donc, du coup, la Commission européenne, DGRTD, se sent à l'aise de lancer la continuité de ce travail de mise en commun de financement européen avec des financements qui viennent d'autres instances à l'échelle nationale de différents États membres, y compris, bien sûr, le fait qu'il y a des associations caritatives qui peuvent y participer. Moi, ce qui me navre, et vous, je ne sais pas c'est ce que vous voulez dire derrière le mot valorisation, c'est que non seulement dans Transcan, donc certes c'est très bien, tous ces pays, les États membres, tout le monde a participé, et c'est le concept de mission, on met les parties prenantes qui veulent trouver des solutions ensemble, parce que si on les met ensemble, ça veut dire aussi qu'elles apportent leur argent. Bon. Ce qui reste complètement perdu, d'après moi, c'est ce qui résulte de tous ces projets. Certes, ce qui résulte de la mise en commun de l'argent et de la mise en commun des gens qui veulent bien travailler ensemble, c'est bien. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est sorti? Et c'est là, je le répète, de l'idée du board de la recommandation de ANCAN, qui venait non seulement de nous, mais des associations de patients, c'est qu'est-ce que vous faites de tous ces résultats qui sont sortis? Il faut les récupérer, les valoriser et les partager. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec vous. Mais pour le moment, il n'y a rien. Je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre dans la salle? Oui. Merci, bonjour. J'ai une question extrêmement naïve, plus pour Eric Solari, concernant l'interopérabilité des bases de données. Et je me demandais, il y a comme peut-être d'autres endroits où ça a pu être mis en place et fonctionner, et est-ce que ça ne pourrait pas être adapté au niveau de l'Europe? Je pense par exemple à un truc tout bête, je ne connais pas comment ça fonctionne, mais je me dis Interpol avec les bases de données ADN ou des choses comme ça. C'est peut-être très naïf. Oui, mais je pense que non, c'est pas si naïf. En fait, ça s'inspire de ça. Mais il y a eu pas mal d'initiatives. D'ailleurs, la France est pas mal structurée sur ce plan. Il y a le programme Osiris qui est parti de Rhône-Alpes, je crois d'ailleurs, de Lyon. Et voilà, il y a déjà des programmes pour apprendre à faire circuler les données. Ceci dit, il y a toujours des nuances. Par exemple, si on prend le programme Osiris, il a été construit pour faire circuler toutes les données sur les tumeurs solides, mais l'hémato ne peut pas se trouver sa place là-dedans. Donc voilà, il y a des adaptations nécessaires. Donc en fait, pour trouver un langage commun, il faut partir de ce qui a déjà été fait et puis l'adapter. Il faut se mettre d'accord sur des adaptations, et c'est toujours la partie compliquée. Vous savez bien, quand vous passez à la partie la plus large possible, c'est ça qui demande du temps. Merci. On va avancer un petit peu. Donc, il y avait un thème que on souhaitait développer un petit peu. C'est le thème de la prévention. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire un mot du PEPR prévention? Parce que manifestement, ça, c'est une action qui n'est pas la cancérologie, mais qui est une action transversale. Et pour l'Agence de programme en santé, ça fait partie un peu des actions phares. Alors c'est effectivement une action phare pour l'agence et qui est en plein déroulement maintenant. Ça s'inscrit dans le cadre d'une grande action qui est une stratégie de prévention en santé, qui est menée dans le cadre de France 2030 et du plan Innovation en Santé, gérée essentiellement par l'AIS, mais qui comporte plusieurs modules.
pour revenir à la question précédente qui a fait un sens important, de plus en plus, il y a des actions pour soutenir en particulier la valeur médico-économique des interventions, donc caler de la recherche interventionnelle et démontrer leur utilité. Et c'est le premier volet de cette stratégie d'innovation en prévention gérée par l'AIS, c'était ça, plutôt destiné aux industriels qui font du dispositif de la télémédecine ou d'autres interventions ou des stratifications de patients, etc. C'était démontrer la valeur médico-éco. Donc c'est un point. Et il y a donc dans cette stratégie un deuxième point qui est pour la recherche plus fondamentale. Encore une fois, dans une optique de dire qu'est-ce qui est en train de mûrir au niveau recherche et qu'on peut essayer de passer en termes d'action de gestion de santé, ce PEPR, sur la prévention. Il y a une mobilisation extrêmement importante de la communauté de recherche pour essayer de structurer ce programme sur le départ de cette injonction sur prévention. Et à l'heure actuelle, il est constitué en différents piliers. Il y a un premier pilier qui comporte 2 volets, exposition et inégalité de santé en particulier. On a essayé longtemps de travailler sur un PEPR exposome, mais exposition et prévention, c'est un point important. Et exposition va aussi avec inégalité de santé. Et dans le deuxième point de ce volet, de cet angle d'attaque, il y a aussi l'acte intervention et comment on calibre les interventions. Il y a un deuxième axe qui se focalise plus sur une approche qui part sur les âges vulnérables de la vie. Donc comment est-ce qu'on apporte la prévention, comment est-ce qu'on aborde la prévention pour les personnes très âgées d'une part et de l'autre côté sur petite enfance, périnatalité. Et le troisième axe de ce plan prévention concerne des approches plus thématisées et spécifiques, à savoir addictologie, cancer et pathologie respiratoire. Donc différentes communautés de recherche sont en train de travailler sur ces points. Ça se veut bien sûr très interdisciplinaire, et typiquement sur cancer, ça se veut complémentaire des actions qui ont été déjà gérées par l'INCa, par l'IRESP sur la prévention, mais vraiment avec une vision, et ça rejoint vraiment ce point de dire comment est-ce que la recherche a ou pas de quoi monter un programme et des projets pour dire des traductions vraiment au niveau du citoyen en moins de 10 ans. C'est ça le challenge et c'est ça ce à quoi on essaye de répondre. Juste pour le mentionner, parce que ce point-là est important, c'est tous ces points de dire la transformation de résultats de recherche en guidelines cliniques ou en nouvelles opportunités ou en nouveaux traitements. C'est aussi ce qui était dans l'émission des IHU. Vous êtes au courant des IHU, il y en a eu pas mal de créés, dont en cancérologie. Et dans leur mission, il y a bien sûr essayer cette traduction plus rapide, accélérer le transfert des résultats de recherche vers une mise en œuvre au service du citoyen. Merci, merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions enfin, sur la... Alors, peut-être une pour Christine, mais la vision de l'Europe. Alors, moi, j'ai compris la question de l'Europe en ce moment, c'est est-ce qu'il faut créer des entités prévention dans chaque pays ou des instituts de prévention dans chaque pays. Donc il y a un papier qui circule au niveau de l'Europe, peut-être tu pourrais nous en parler. Alors déjà, la prise de conscience, comme je vous l'ai dit, des 2 objectifs, des 2 extrémités, comme je dis, de la prévention et la qualité de vie, est quelque chose qu'à la fois la mission cancer et le plan cancer européen ont mis vraiment très en avant. Avec bien sûr un axe plus important, je vais le dire, sur la prévention que sur la qualité de vie. Et donc, les actions qui sont menées, surtout par le plan cancer, parce que même si la mission a dans son concept le fait d'apporter des résultats concrets et d'être très lié, bien sûr, aux activités, aux actions politiques, ça reste quand même dans le domaine de la recherche. On a, bien sûr, systématiquement, à chaque appel d'offres que vous a présenté Nicolas, il y a toujours des appels d'offres dédiés à la prévention, et à chacun des piliers en même temps. Il y a un document qui vient de sortir en même temps que celui dont je vais parler récemment, qui est une analyse des projets qui ont été financés par le plan cancer, par DJ Connect, donc pour le côté informatique digital, et par DJRTD, donc la mission cancer, jusqu'à 2023. Le budget pour la prévention du plan cancer européen jusqu'en 2023, c'est dans les genres 25%.
ça descend à 20-21% pour la mission cancer, mais nous, on a comprendre qui est en plus des objectifs, donc forcément, ça dilue un petit peu la répartition du budget. Donc, juste pour vous dire que c'est quand même des activités qui sont importantes. Ça se situe à 2 niveaux. Il y a un niveau qui a été fait pour pouvoir, en effet, maintenir un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours, comme notamment le European Code Against Cancer, qui avait besoin d'être looké. Bon. Il y a également eu, bien sûr, des financements qui ont été donnés directement aux États membres, ça je pense que c'est PERCH, qui était pour pouvoir aider un certain nombre d'États membres à mettre en place un certain nombre d'outils pour pouvoir faire de la prévention. Il y a des termes qui sont importants, qui sont HPV et Helicobacter. Il y a vraiment un certain nombre de pays qui... Ça rejoint un petit peu à ce qu'a présenté Pierre. Il y a aussi eu 2 études qui sont en cours qui ont permis de mesurer les inégalités de lutte contre le cancer dans les différents États membres. Et donc, bien sûr, on a vu que différents pays avaient des prédispositions à avoir plus de cancer de l'estomac que d'autres, etc. Bon, donc tout ça, et des pays qui, bien sûr, n'avaient aucune, disons, activité politique pour lutter contre le papillomavirus. Voilà. Donc, il y a des activités qui ont été faites et des projets qui ont été lancés à différents niveaux. Ce que nous avions recommandé dans le premier board, c'était en effet de pouvoir donner aux États membres et donc au gouvernement de ces États membres les outils nécessaires pour justement mettre en place ces activités politiques de prévention, que ce soit la vaccination HPV, que ce soit bien sûr la lutte contre le tabac, mais ça peut être aussi, et ça a été fait récemment, sur ma traduction simultanée, sunbeds, vous pouvez... Le bronzage, voilà, bon, les cabines de bronzage. Bon. Donc ça, c'est des recommandations qui, mine de rien, ont demandé un certain nombre de travail et des outils pour que dans tous les États membres, ces recommandations puissent être mises en place. Et puis, il y a toute une autre... Et donc, pour pouvoir, disons, aider les États membres à pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir dire... si je ne sais pas qui, quelqu'un, le Nicolas Albin de l'Estonie veut demander à son ministre de mettre en place quelque chose, qu'il ait au moins un document qui a déjà été préparé à la Commission européenne et ça lui permet de lui dire, voilà, on pourrait peut-être faire comme a fait tel et tel pays, on peut le faire. Donc l'idée était de pouvoir retrouver, disons, une plateforme, un facility support, donc on a plein de terminologies vagues parce qu'on ne veut pas nous donner des termes de centre ou d'infrastructure. Et donc, en effet, l'idée est de pouvoir trouver cet outil qui permettrait à différents États membres de trouver justement les recommandations d'un pays ou d'un autre pays qui pourraient être utilisées. Voilà. Bon, pour le moment, disons, moi, mon impression, c'est que pour le moment, tout le monde se refile un peu le bébé parce qu'on ne sait pas très bien ce que peut être ce facility support. Ce que vient de faire aussi la Commission européenne, ils adorent ça, mais je pense que c'est aussi utile, c'est de faire alors je suis de plus en plus fatiguée ou vieille, un survey, donc un sondage, voilà, ça y est, j'arrive, un sondage pour savoir si les États membres en ont vraiment besoin. Bon, alors, déjà avec le taux de succès au sondage et après ça, de savoir si on a vraiment bien répondu, pour le moment, ils n'ont pas tellement non plus de soutien vis-à-vis des États membres d'avoir ce type de support. Mais je terminerai en disant que les actions qui ont été menées sont aussi des actions, et il ne faut pas oublier le titre, là c'est très bien d'avoir remis le titre, on a quand même du territoire à la mondialisation. On a beaucoup parlé de la mondialisation et de l'Europe et de l'international qui redescendait aux petits chercheurs et aux patients qui sont dans nos villes. Mais ce qui est important aussi, c'est de passer du territoire à la mondialisation dans l'autre sens. Et donc, il y a beaucoup d'actions, et ça, je trouve que ça démarre bien, qui ont été faites justement pour pouvoir offrir les outils, s'il en existe, ici c'est toujours possible, d'arriver, et ça fera le lien après, je pense, avec Eric, c'est d'arriver à faire comprendre aussi aux citoyens, et donc là, on shift, on n'est plus dans le patient, on est dans le citoyen, pour arriver à faire comprendre aux citoyens que des choses doivent changer dans leur vie et que des choses non seulement doivent changer dans leur vie de tous les jours, mais aussi que si ils ont à leur disposition la possibilité de pouvoir en effet se faire tester pour savoir si oui ou non ils ont une prédisposition pour tel ou tel cancer,
c'est nécessaire de le faire. Et donc, il y a des actions qui ont été menées dans différents pays au niveau de l'Europe, qui sont en cours. Et j'en citerai un parce que je trouve qu'il est intéressant et une fois de plus, ça appuiera ce que vient aussi de dire Pierre. Alors, j'arrête pas de parler de Pierre. Hein, voilà, je l'aime bien, mais il pense un peu comme moi et comme l'Europe. Ça s'appelle le programme 4P, qui a été coordonné par la Roumanie. Alors, dans les 4P, forcément, je vais en oublier, mais il y a prévention, il y a participatif, il y a prévention et personnalisation. Bon. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une ville, et même pas d'une ville, mais d'un village, et de voir comment on peut faire participer les citoyens et tout le monde du village pour essayer de faire avancer la prévention contre le cancer. Et si vous écoutez Marius Ghinta, qui est le Roumain qui coordonne, il décrit bien la difficulté d'avoir mis en place ce qu'ils ont appelé un living lab, donc comment faire travailler tout le monde ensemble. C'est que déjà, le mot cancer, ça ne leur plaisait pas. Et donc, il fallait plutôt parler d'améliorer la santé en général. Donc, et donc, il y a beaucoup de projets qui sont plutôt orientés vers la prévention en général, vers la meilleure santé. Et donc, ça rejoint en effet le PEPR. On ne peut pas non plus garder que le cancer dans la prévention. Et l'autre chose aussi, c'est que le financeur le plus important, ce n'était pas la mairie et ce n'était pas les associations caritatives, c'était le club de foot. Et donc, je vais m'arrêter là. Il va falloir que... Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on me dit qu'on n'a plus qu'une minute. Donc, dans cette dernière minute, je vais demander à chacun des orateurs de 2-3 mots-clés pour répondre un peu à la table ronde. Donc, évolution du paysage international de la recherche en cancérologie, du territoire à la mondialisation. Donc, voilà, quels sont les axes, quels sont 2-3 mots-clés pour faire mieux. Christine, en premier, ou je te laisse réfléchir. Bon, Eric. Moi, je vais continuer sur la prévention parce que je pense que la prochaine découverte de rupture en cancérologie risque d'être sur la prévention, et justement en s'appuyant sur les données massives. Et l'illustration de ça, c'est le travail qui a été publié dans Nature Medicine par les Danois, qui montre que simplement en analysant les données des consultations médicales et les ordonnances faites par les médecins aux patients danois, 6 millions dans la population, ils arrivent à sortir immédiatement un algorithme prédictif du risque de cancer du pancréas. Juste avec ça. Et il le valide ensuite sur une autre population de vétérans aux États-Unis. Donc ça indique qu'il y a la possibilité de changer la donne. Je pense qu'on va passer d'une politique, on a la chance en France d'avoir une politique publique de prévention et de dépistage, c'est déjà extraordinaire. On va passer d'une politique publique globale qui s'applique de 50 à 74 ans pour le sein et côlon, etc., que vous connaissez, à quelque chose probablement de personnalisé en s'appuyant sur des algorithmes que vont pouvoir générer cette analyse des données massives qui est en cours. Donc on peut prédire que la prochaine grande avancée, et surtout en termes de capacité de guérison, parce qu'après on peut lancer l'interception de ces cancers en émergence, et donc avoir des taux de guérison bien plus élevés que ce qu'on connaît actuellement. Merci Eric. Bertrand, quelques mots-clés sur la thématique. Ou je te laisse un peu, je repasse à Christine. Elle est prête, Christine. Christine est prête. Je suis prête. Alors moi, j'ai deux messages à faire passer. Le premier, c'est territoire à mondialisation. Malheureusement, c'est l'anglais. Bon. Donc il faut en effet arriver à avoir un langage commun entre tous. Et à l'Europe, c'est l'anglais. Donc c'est important, en effet, pour passer du territoire à la mondialisation, de communiquer les modèles que vous avez, vous. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Vous avez des modèles qui existent et qui ont fonctionné. Il faut aller les communiquer. Et pour les communiquer, il faut les communiquer en anglais. Et il faut les communiquer pas à Bruxelles. Il faut aller en effet trouver des copains que vous avez dans différents États membres. Alors ça peut aller bien sûr jusqu'au Canada, mais bon, si on garde notre mondialisation à l'échelle européenne, ça je pense que c'est important aussi. Vous avez des modèles à succès, il faut les communiquer et les partager. Merci. Bertrand ? Sur le point, souligner l'importance de la prévention, oui. Évidemment, ne pas hésiter encore une fois, merci pour l'image de l'analyse au niveau local, mais ne pas oublier que
dans les déterminants de santé, vous avez bien sûr toutes les conditions de vie très très locales et les conditions d'éducation. Souligner qu'il y a quand même à rajouter aux données de santé ce qui s'appelle le Green Data for Health, qui reprend toutes les conditions géographiques basées sur les habitants des gens, de dire vous habitez un quartier plus ou moins dans une zone plus ou moins avec de la pollution enfermée dans les montagnes ou avec un niveau socio-économique autour de vous, des espaces verts ou du bruit, ou voilà, tout ça, ces données-là existent et peuvent être exploitées. Que aussi vous avez sur ces aspects médecine personnalisée un partenariat européen qui a été lancé, qui permet théoriquement d'avancer sur un certain nombre de choses. Mais pour revenir à tout ça, le côté alterner les niveaux très très transnationaux qui sont importants et les niveaux locaux, je peux que citer ce qui se fait dans le plan environnement santé, où il y a des déclinaisons du plan environnement santé au niveau régional, et les communautés de région, les acteurs très locaux des communes, peuvent avoir des actions absolument déterminantes. Et bien sûr, quand même, je peux pas m'empêcher, je suis désolé, mais l'appropriation des messages reste un facteur clé sur lequel on bute régulièrement. Il y a fort longtemps, je travaillais en cardiovasculaire sur les plaques d'athérome, et j'avais commencé à dire que si on voulait trouver des traitements contre la plaque, la première chose, c'était de dire aux gens d'arrêter de fumer. Je commençais mes topos comme ça, et curieusement, ça fait 30 ans maintenant, et je ne pense pas qu'on ait résolu encore cette très simple question sur un facteur qui reste majeur, et je ne décline pas alcool et addiction. Merci. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Pierre. Donc, je reprends quelques mots-clés. Prévention personnalisée, algorithme. Christine, le langage commun, les modèles communs. Et puis, Bertrand, cette notion de géographie, de déclinaison territoriale dans ces politiques de prévention. À titre personnel, moi, je retiens 2 mots, mais je vous les avais donnés. C'est du vécu, c'est soutenabilité et comment les SHS nous aident à prodiguer le bon soin au bon moment et aux bonnes personnes. Et Pierre, je te laisse le mot de conclusion, mais tu as un micro. Moi, quelques mots-clés, j'ai eu l'occasion de les dire. Donc, il y a certainement territoire, on en a beaucoup parlé, accès, participation. Je reprends le mot prévention, évidemment, qui est vraiment... C'est très intéressant de le voir ressortir comme le mot-clé qui, finalement, cristallise beaucoup de choses que nous avons dites. Ce que je voudrais marquer, insister ici, c'est que cet intérêt enfin placé vers la prévention est un champ d'opportunités extraordinaire aussi pour la recherche biologique et fondamentale. Je crois qu'une des choses que nous avons apprises ces dernières années, ces 15-20 dernières années, à travers ces révolutions de la biologie moléculaire et cellulaire en particulier, la dynamique des génomes, la dynamique des destinées cellulaires, leur plasticité, c'est de se rendre compte que le champ entre ce qui est cancer et ce qui est un non-cancer est beaucoup plus brouillé et peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu penser précédemment. La question du pré-cancer est vraiment une question complètement ouverte. La question du continuum entre les maladies inflammatoires chroniques et les cancers est une question qui reste complètement ouverte. Et donc cet intérêt pour la cancérologie, pour la prévention, ouvre aussi des opportunités de repositionner, de repenser énormément de capacités de recherche plus fondamentales vers cette question d'élucider, de comprendre comment un cancer se développe dans un environnement, dans un micro-environnement cellulaire, dans l'environnement d'un organe, dans l'environnement d'un individu et dans l'environnement de cet individu dans la communauté dans laquelle il vit. Merci, c'était le mot de la fin, Pierre. Donc, merci à tous et bonne poursuite de congrès.